Bienvenue dans le débat de France 24. C'est la première des craintes depuis le retour des talibans à Kaboul, voilà bientôt 2 semaines. On s'inquiète de voir les progrès réalisés ces dernières années en matière de liberté réduits à néant, en particulier pour la moitié de la population qui apparaît la plus exposée aujourd'hui. Les femmes, ce sont elles qui ont le plus à perdre, si l'on en juge par le précédent passage au pouvoir des fondamentalistes afghans. À l'époque, elles avaient perdu tous leurs droits, ou presque. Est-ce à nouveau ce qui est à craindre aujourd'hui? À quoi ressemble la vie des femmes dans l'Afghanistan des talibans? On en débat avec ici même à mes côtés en plateau, Shakiba Dawood, bonjour. Bonjour. Vous êtes comédienne de théâtre, vous avez quitté l'Afghanistan en 2008. Votre troupe, le Théâtre du Soleil, a été menacée à l'époque pour avoir joué le Tartuffe de Molière, c'était au Centre culturel français. Aujourd'hui, vous êtes interprète, vous intervenez pour plusieurs associations humanitaires qui viennent en aide aux Afghans. Merci d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Également avec nous, Patricia Lalonde, ancienne eurodéputée, vice-présidente du Cercle de réflexion géopolitique Géopragma. Et vous êtes auteur notamment de Paris-Kaboul, journal d'une femme révoltée. Merci d'être avec nous. Et puis on est également avec Alexandra Jousset, reporter, réalisatrice du documentaire Les Afghans sacrifiés au nom de la paix, diffusé sur Arte en septembre de l'année dernière, dans lequel on pouvait déjà deviner la situation telle qu'elle est en train de se dérouler actuellement sous nos yeux. Vous revenez notamment sur les coulisses des négociations de Doha au Qatar qui ont présidé au départ des troupes américaines et à l'offensive éclair des talibans pour reprendre Kaboul, dont on voit les conséquences aujourd'hui. On l'évoquera dans le courant de ce débat. Bonjour Alexandra Jousset. Mais tout de suite, direction Kaboul, où l'on retrouve pour France 24 Cyril Payen. Cyril, vous couvrez la situation sur place. Vous êtes l'un des rares journalistes occidentaux et l'un des seuls journalistes français présents aujourd'hui dans la capitale afghane. Le sort des femmes, vous avez pu voir déjà comment vivent les femmes depuis le retour des talibans à Kaboul. Qu'est-ce qui a changé pour elles ? Si l'appréhension et la torpeur est partagée par l'ensemble de la population devant les patrouilles incessantes des jeunes miliciens talibans depuis 10 jours, depuis la prise de Kaboul, c'est vrai que du point de vue des femmes, il y a cette appréhension, c'est simplement de la peur, puisqu'il y a pour la plupart des femmes que nous avons pu interroger, il n'y a pas du tout de place à la certitude. On va vers une formidable régression, un revirement en arrière qui va mettre fin qui commence déjà, d'ailleurs c'est assez visible dans les rues, notamment dès qu'on sort de Kaboul, qui va mettre fin à cette séquence d'ouverture, d'émancipation, notamment des femmes en Afghanistan de 20 ans. Quand on sort du centre de Kaboul, on voit énormément plus qu'il y a en quelques semaines de femmes portant une burqa. Il y a peu de femmes qui se déplacent d'ailleurs seules dans la rue. Elles sont déjà accompagnées. Quant aux femmes que nous avons pu interroger, qui étaient soit activistes, soit engagées ou membres d'associations de défense de la liberté des femmes, ou tout simplement d'étudiantes ou de professionnels, de femmes qui avaient un travail dans l'Afghanistan un peu plus ouvert, un peu plus moderne de ces dernières années, elles savent qu'elles font un trait sur ce qu'a été leur réalité. Nous avons vu des étudiantes qui ne peuvent plus pour l'instant aller aux universités, qui sont de toute façon fermées, mais elles savent très très bien que tout cela appartient déjà au passé. Donc c'est effectivement une formidable appréhension de ce retour en arrière, de cette régression qui est incarnée par la création de l'Émirat islamique d'Afghanistan et qui est incarnée par l'arrivée aux manettes, au pouvoir des nouveaux maîtres de l'Afghanistan, c'est-à-dire ces talibans qui prétendent, et quand on parle au porte-parole du mouvement du haut commandement taliban, Moudjahid, il essaye de donner cette image positive, notamment sur cette question, mais on sent bien que aux entournures, la réponse est toujours la même, l'imposition stricte de la charia qui vaut pour tout le monde et particulièrement pour les femmes. C'est pour ça qu'il est du côté des femmes, du point de vue des femmes en Afghanistan, il est absolument impensable d'imaginer que le millésime 1996 des talibans est complètement différent du millésime 2021 et que ce sont d'un seul coup devenus des libéraux. Conséquence, parmi les Afghans, nombreux qui continuent de chercher à fuir le pays, y compris en se rendant à l'aéroport malgré l'attentat d'hier, il y a toujours beaucoup de femmes.
Oui, bien sûr, puisqu'il y a toujours des... Et d'ailleurs, ce paradoxe terrible qui montre bien le profond désespoir de ces Afghans qui savent que la chape de plomb talibane va se refermer sur le pays, quoi qu'en dise la propagande talibane depuis qu'elle est arrivée au pouvoir à Kaboul, quelles qu'en soient les tentatives de séduction, notamment à l'égard de la communauté internationale, les femmes afghanes n'y croient pas du tout. Elles savent parfaitement à quoi s'attendre et c'est pour ça que parmi ces milliers de femmes, en dépit de l'attentat kamikaze hier à la porte de l'abbaye à l'est de l'aéroport militaire de Kaboul, en dépit donc de ce carnage dont le bilan, je le rappelle, continue d'augmenter ce soir, eh bien ce matin, aux premières heures, il y avait de nombreuses familles, des milliers d'Afghans, et parmi ces Afghans, eh bien évidemment, des jeunes filles, des mères de famille qui sont là à se presser pour quitter absolument cet Afghanistan. Le problème pour ces gens, pour ces femmes, c'est qu'on sait que c'est un point de non-retour puisque personne ne passe vraiment plus cette enceinte, puisque maintenant l'évacuation se concentre sur les quelques milliers d'Afghanes qui sont depuis plusieurs jours à attendre leur évacuation à l'intérieur de l'enceinte de l'aéroport militaire pour ces familles et ces femmes, ces jeunes filles qui sont encore du côté taliban, c'est-à-dire à l'extérieur de l'aéroport. C'est sans doute l'énergie du désespoir qui les motive pour se masser près de l'aéroport, mais elles ne seront pas éligibles à cet exil, à cette fuite de l'Afghanistan. Merci Cyril Payen. On va voir à présent justement les témoignages de ces femmes afghanes que vous avez interrogées avec Catherine Norris-Trent à Kaboul. Nous traversons la périphérie de Kaboul pour rencontrer une militante des droits des femmes qui doit maintenant se cacher. Comme beaucoup d'autres femmes ici, elle a peur de sortir et a dû quitter son domicile. Mais aujourd'hui, elle veut prendre la parole. Jeune entrepreneuse éduquée, elle militait pour l'alphabétisation des femmes et l'amélioration des conditions de vie des enfants des rues. Depuis 11 jours, elle n'est sortie qu'une seule fois pour acheter à manger. Comment vous sentez-vous depuis que les talibans ont repris Kaboul ? ترس من از جانم است چرا که اونا طالبای افراطی و اسلامگرای افراطی هستن این بیشتر من در هراس میندازن چون من داستانایی که قبلا طالب تصرف کرده بودن در افغانستان آمده بودن از داستانایی که میشنوام از فامیلم و از بعضی کسایی. Sa cousine de 21 ans est trop jeune pour se rappeler l'époque où les talibans étaient au pouvoir. Mais leur violence, elle ne la connaît que trop bien. They do attacks, they do explosion. Last year in 2020, when they attacked in Kabul University, and my classmate was here, and on that day, accidentally, I didn't go to university. If I were here, I also lost my life. Pour elle, son avenir est sacrifié. And the first day when Taliban came in Kabul, really I can't breathe. I couldn't breathe. All study, my all background, now it's like a grave. I had a good job in Ministry of Public Work. I had so much good pay, I mean money for to help my family, but now I haven't. Madame, à quoi pensez-vous quand vous entendez votre fille dire tout ça ? Les femmes sont nettement moins présentes dans les rues de Kaboul depuis que les talibans sont revenus. Et les locaux le disent, celles qui s'aventurent dehors se remettent de plus en plus à porter la burqa ou le chadri. Les talibans sont maintenant postés tout autour de l'ancienne zone verte de Kaboul. Nous avons demandé à un groupe ce qu'ils pensaient des droits des femmes. Est-ce que je peux vous poser une question ? Est-ce que les femmes peuvent travailler ? Pas seulement aller à l'école, mais travailler. Est-ce qu'elles peuvent faire partie d'un gouvernement ? C'est comme ça. Vous pouvez le constater vous-même. Elles peuvent aller à l'école, mais en suivant les lois de la charia, c'est-à-dire en portant les vêtements islamiques, en s'habillant comme le prescrit la charia. Elles peuvent avoir une éducation,
Ce sont nos règles pour les femmes. Ces hommes sont de simples soldats. Concernant les droits des femmes, ils attendent les ordres de leur chef. Le futur des femmes afghanes est désormais plus qu'incertain. Shakiwa Dawood, qu'est-ce qui va changer maintenant pour les femmes en Afghanistan? Qu'est-ce qu'il y a le plus à craindre en matière de liberté? Je pense que pendant ces 20 dernières années, les femmes afghanes ont œuvré pour reconstruire l'Afghanistan côte à côté des hommes afghans. Donc il y avait beaucoup de changements au niveau santé, le droit de femmes, sécurité. Les femmes étaient engagées partout dans la société civile aux côtés des hommes. Mais aujourd'hui, avec la présence de talibans et le changement de gouvernement vers un gouvernement d'État islamique, on n'est absolument pas sûr de pouvoir garder en fait toutes les travaux que les femmes afghanes ont réussi à œuvrer et à créer dans la société afghane. Les engagements verbaux des talibans sur la participation des femmes demain à l'administration, sur la poursuite d'une éducation, on vient de l'entendre de la part de l'un de ces talibans, à condition qu'elles respectent les règles vestimentaires, notamment de la charia. Cela vous fait réagir? Vous y croyez? Moi, je ne peux pas croire vraiment aux talibans parce que pendant ces dernières années, ils ont continué leurs attaques leurs attaques envers les civils. Ils ont exécuté il y a quelque temps à Herat. Il y avait une scène de lapidation. Il y avait une femme qui avait juste téléphoné et parlé au téléphone avec un homme et son sort était la lapidation. Donc, comment on peut faire confiance à des gens qui arrivent à exécuter pour une question aussi simple? Donc, on ne peut pas vraiment imaginer qu'ils vont laisser tranquille les femmes aller faire des études ou participer à la vie civile, aller au travail ou à l'université. Malgré ces exactions qui vont parfois bien au-delà même de simples actes de guerre, il y a eu des faits de terrorisme commis par les talibans ces dernières années. Ils continuent à bénéficier du soutien d'une partie des Afghans et des Afghanes, d'après vous? Je pense que ça, c'est vrai. Je pense que la guerre en Afghanistan continue parce qu'une partie des Afghans soutient les talibans. Ça, on peut comprendre pourquoi. Parce que l'Afghanistan, en grande partie ou majoritairement, est constitué des personnes analphabètes inéduquées. Parce que le gouvernement, malgré que la communauté internationale l'a beaucoup aidé, qu'il y avait beaucoup d'argent qui est arrivé dans les caisses de l'État. En fait, cet argent n'a pas été investi dans le milieu rural, n'a pas été investi sur l'éducation de population et ça n'a pas servi à créer la sécurité. Donc, ça fait que ces personnes-là, ils sont complètement inéduqués, ils ne comprennent pas la valeur de démocratie, ils ne comprennent pas quelles sont les valeurs d'une société moderne pour pouvoir comprendre si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Donc, ils ont vu ce qu'étaient leurs règles pendant le gouvernement des talibans. Donc, ils ont compris qu'eux, ils arrivent à leur apporter de sécurité. Et malgré cela, on le verra, certains progrès ont été réalisés, notamment en matière d'éducation. Alexandra Jousset, pour votre documentaire, je le rappelle pour ceux qui nous regardent, les Afghans sacrifiés au nom de la paix. Vous vous êtes rendu notamment dans le Wardak. Qu'avez-vous constaté? Et aujourd'hui, que craignent, d'après vous, ces habitantes d'un retour des talibans? Ou qu'ont-elles à craindre? Ce qu'on a vu sur le terrain, c'est qu'il y avait une vraie différence entre le discours des talibans au Qatar, qui se voulait beaucoup plus ouvert, que sur le terrain, dans des régions qui étaient déjà contrôlées en fait, par des talibans.
où évidemment les filles après 8 ans, les écoles de filles étaient fermées, les manuels scolaires étaient retirés, tous les manuels où il y avait des idées un peu progressistes selon les talibans étaient retirés, et les petites filles n'allaient plus à l'école après 8 ans en fait. 8 ans ou 10 ans, c'est principalement autour de l'âge de la puberté, les filles n'avaient plus le droit d'aller à l'école. Donc c'est vrai que sur le terrain, on s'est rendu compte de probablement ce qui attend l'Afghanistan de demain, c'est-à-dire un vrai retour en arrière et en tout cas une incapacité pour les filles et les femmes de poursuivre la vie qu'elles ont eue jusqu'à aujourd'hui. On verra dans la deuxième partie de ce débat un extrait d'ailleurs de votre documentaire, la partie qui lui est notamment consacrée aux femmes. Patricia Lalonde, ils ont donné le sentiment dans les premiers jours de leur arrivée à Kaboul, les talibans, d'avoir intégré un certain nombre de critiques, le regard occidental notamment. Est-ce que vous craignez que l'attentat commis hier à l'aéroport ne renforce encore le besoin d'une certaine manière des Occidentaux de se fier à ce discours, même s'il leur semble peu crédible ? Écoutez, moi, je pense que je n'ai aucune crédibilité sur le discours des talibans depuis le début. D'ailleurs, depuis le début des négociations à Doha, à l'époque de Trump, j'ai trouvé ça d'abord incroyable que ces négociations se tiennent sans le gouvernement afghan. Au départ, ça a donné un pouvoir fou aux talibans qui se sont crus un peu tout permis. Alors maintenant, il faut faire attention parce que c'est de la communication qu'ils font les talibans. Ils ont besoin de l'argent des États-Unis, de la Banque mondiale, et donc ils sont dans un plan de communication. Ils savent très bien que le droit des femmes, mais il n'y a pas que le droit des femmes, parce que les jeunes, les garçons, c'est la même chose. C'est pas drôle d'avoir une femme cloîtrée à la maison pour un homme. Donc je dirais, pour l'avenir de la jeunesse afghane et des femmes, c'est absolument terrible. Mais moi, ce que je voudrais dire surtout, c'est un terrible retour en arrière, puisqu'en 99, nous étions toute une bande de femmes, je ne dirais pas féministes, mais de femmes, qui nous étions rendues à Doutchambe, à la frontière du Tadjikistan, parce que nous avions eu connaissance par des amis afghanes, notamment Choukria Haïdar, qui est de l'association Negar, qui nous avait expliqué ce qui se passait à l'époque pour les femmes sous les talibans, après l'occupation russe. Et c'était juste absolument insensé, ce qu'on n'arrivait même pas à y croire, tellement c'était moyenâgeux, les femmes lapidées, les petites filles qui n'avaient pas le droit d'aller à l'école, les femmes battues dans le stade de Kaboul. Et donc on a fait venir des femmes afghanes de l'intérieur. Elles ont pris un risque en venant de Mazar-e-Sharif, de partout. À l'époque, c'était les talibans qui étaient là, donc il n'y avait que la vallée du Panjshir qui était préservée avec le commandant Massoud. Elles sont venues à Doutchambe et je dirais ça a été les premiers témoignages des femmes afghanes sous l'occupation talibane. Et donc il y avait des journalistes un petit peu du monde entier qui étaient là. Et ces femmes afghanes ont passé toute la nuit à rédiger la charte des droits fondamentaux. Pas du féminisme, des droits fondamentaux qu'elle réclamait, c'est-à-dire le droit de pouvoir être soignée, parce qu'elle n'avait pas le droit d'être soignée, le droit de pouvoir aller à l'école pour les filles, le droit de pouvoir travailler, le droit de pouvoir sortir seule sans être accompagnée par un homme. Et cette charte a été, ça fait 2 pages. Le droit de pouvoir être soignée, c'est important parce que, évidemment, ça semble incroyable, mais il y a aussi énormément de femmes, parfois de très jeunes adolescentes, qui mouraient en couche parce qu'on les contraignait à enfanter dès le plus jeune âge. Absolument. Et sans pouvoir bénéficier d'une quelconque assistance sanitaire. Absolument, absolument. Donc ça, c'était quelque chose de tout à fait impensable. Mais c'est important, je vais jusqu'au bout de cette charte, parce que cette charte, nous avons été la montrer au commandant Massoud dans le Panjshir. Il l'a signée complètement en disant oui, selon les us et les coutumes. Et moi, je me suis rendue très souvent là-bas. Et dans le Panjshir, il y avait des écoles de filles. Enfin, je veux dire, je ne dis pas que c'était Nirvana, mais la société fonctionnait vraiment bien. Donc, c'est très important parce que pour nous, pour toutes ces femmes, c'est un retour. On ne peut pas y croire. Et on ne peut pas 30 secondes faire confiance aux talibans. Ils sont dans la communication là-dessus. Merci Patricia Lalonde. On va continuer évidemment dans un instant et on verra un extrait justement du documentaire d'Alexandra Jousset juste après une courte pause. Restez avec nous sur France 24. Retour au débat de France 24, deuxième partie avec toujours à mes côtés Shakiba Dawood, comédienne de théâtre, aujourd'hui très investie dans les actions humanitaires auprès des exilés afghans. Avec également, toujours parmi nous, Patricia Lalonde, ancienne eurodéputée, vice-présidente du Cercle de réflexion géopolitique Géopragma. Et également avec nous, la reporter Alexandra Jousset, réalisatrice du documentaire Les Afghans sacrifiés au nom de la paix. Un documentaire dans lequel vous revenez notamment sur les coulisses des négociations de Doha au
Qatar qui ont présidé au départ des troupes américaines et à l'offensive éclair des talibans pour reprendre Kaboul, un documentaire qui justement éclaire aujourd'hui sur les raisons qui font que tant d'Afghans cherchent à fuir leur pays. Je vous propose d'en voir un bref extrait justement consacré à la condition des femmes. Dans leur accord, Américains et talibans évitent la question des droits humains. Le gouvernement et la société civile n'ont pas été invités lors des négociations à Doha. Les femmes non plus. L'accord entre les talibans et les Américains est une négociation, un échange. C'est un jeu politique dans lequel les femmes afghanes, le peuple afghan et les gens qui ont été tués n'ont aucune place. Ils n'ont pas le droit de négliger les droits humains et ils n'ont pas le droit de parler avec les talibans à la place du peuple afghan. Je pense que les femmes ne doivent pas être les victimes des négociations de paix, parce que les femmes ont déjà été les victimes de cette guerre. Victimes d'un conflit dont elles étaient censées être les grandes gagnantes. L'Occident l'avait proclamé lors de l'offensive de 2001. Cette guerre allait être celle de la libération des femmes afghanes. As we drive out the Taliban and the terrorists, we're determined to lift up the people of Afghanistan. The women and children of Afghanistan have suffered enough. This great nation will work hard to bring them hope and help. Cette note confidentielle de la CIA a été révélée par Wikileaks. Intitulée « Encourager le soutien de l'Europe occidentale à la mission de l'OTAN ». Elle date de 2010. À l'époque, la guerre est à un tournant. Elle fait beaucoup de morts. L'ISAF, c'est le nom de la coalition, souhaite conserver le soutien des opinions publiques occidentales. La CIA recommande cette stratégie. Les femmes afghanes peuvent servir de messagères idéales pour humaniser le rôle de l'ISAF dans la lutte contre les talibans. Il faut créer des opportunités médiatiques pour que les femmes afghanes partagent leurs histoires avec des femmes françaises, allemandes et européennes. Cela aiderait à surmonter le scepticisme omniprésent en Europe de l'Ouest vis-à-vis de la mission de l'ISAF. Les femmes ont été une excuse pour cette guerre depuis le premier jour. On montrait les photos des femmes en burqa, le traitement cruel que leur réservaient les talibans, les exécutions dans les stades de foot, tout ce genre de choses. Elles sont devenues un prétexte pour la guerre. Les talibans sont des barbares, etc. Mais n'oublions pas que la burqa, l'obligation pour les femmes de porter la burqa, a été introduite par le gouvernement des Moudjahidines avant les talibans. Gouvernement financé et entraîné par la CIA. C'étaient nos alliés et nos amis. Donc les États-Unis ont été totalement hypocrites sur cette question. Les États-Unis ont utilisé les femmes comme un outil. Ils ont fait un business du droit des femmes et aujourd'hui, c'est la mode du jour de parler de ces droits. Mais en réalité, ils n'ont jamais cru possible et ils n'ont jamais voulu que les femmes aient accès à la liberté. Remettre au pouvoir ces misogynes montre bien que les États-Unis n'ont jamais véritablement voulu instaurer un droit des femmes en Afghanistan. Alexandra Jousset, les femmes n'ont été qu'un prétexte dans cette guerre utilisée par les forces alliées, les Américains ainsi que les autres puissances de l'OTAN pour combattre les talibans et gagner l'opinion publique occidentale à cette lutte. C'est ce que vous révélez dans ce documentaire. Aucun progrès n'a été réalisé en leur faveur, en tout cas elles n'étaient pas au centre de cette bataille. Alors, je sais pas, c'est pas aussi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que l'idée n'est pas de dire que ça a été une guerre pour rien et que les femmes n'ont pas bénéficié de cette guerre. Il y a des femmes qui aujourd'hui ont 20 ans et qui sont nées sous une ère où il n'y avait pas de talibans au pouvoir, qui ont pu aller à l'école, qui ont pu aller à l'université, qui ont acquis des droits. Il y avait 26% de femmes à l'équivalent du Parlement afghan. Donc, il y a eu des progrès. Mais l'idée a quand même été de dire et de dénoncer le fait que cette cause des femmes a été vraiment instrumentalisée autant par l'Ouest que par les talibans aujourd'hui. Exactement comme vous le disiez avant sur le plateau, il y a les talibans savent comment parler aux médias occidentaux, savaient, moi quand je les ai interviewés, me dire que les femmes pourraient
aller à l'école, pour aller à l'université, parce qu'ils savaient que pour les journalistes occidentaux, c'était un point important. Mais la cause des femmes a été instrumentalisée. Et comme vous le disiez avant, quand on sortait de Kaboul, les femmes étaient déjà en burqa. Les femmes, enfin, je dirais, c'est pas que les talibans, c'est aussi un pays très conservateur, et ça explique aussi pourquoi les talibans peuvent revenir au pouvoir dans certaines de ces provinces depuis longtemps. Il y avait déjà 50% du pays qui était sous contrôle taliban auparavant, il faut pas l'oublier. Shakiba Dawood, vous êtes surpris de voir, bon évidemment vous le saviez puisque c'est sorti déjà, Alexandra Joussel disait via Wikileaks, mais de voir d'une certaine manière le cynisme avec lequel les femmes ont été utilisées à des fins de propagande dans cette guerre. Oui, c'est quelque chose de très évident. Toutes les Afghans savent que le burqa, cet objet a été inventé à l'époque de guerre avec les Moudjahidines et la Russie, parce que les Américains ils disaient que la Russie a rendu vos femmes libres. Il faudrait que vous protégiez votre comment dire, vous avez le mot en anglais? Voilà, j'ai oublié le mot. Voilà. Et il faudrait que vous protégiez votre j'ai oublié le mot. Oui. Dignité. Voilà, votre dignité, parce que une femme nue qui ne porte pas de voile, qui sort en mini-jupe, comme par exemple pendant l'époque de présidente, des présidentes de l'époque. Avant même Najibullah ou sous Najibullah? Avant Najibullah et sous Najibullah. Oui. Donc ça, c'était... Président mis en place par l'URSS à l'époque. Voilà, après l'invasion de l'Afghanistan de 79. Donc, ils ont introduit le burqa pour pouvoir couvrir, pour pouvoir préserver le honneur afghan. Donc la femme a commencé à être l'instrument. Cette régression culturelle que vous évoquez préexistait donc l'arrivée au pouvoir des talibans. Pour autant, est-ce qu'il faut dire qu'après qu'ils aient été chassés du pouvoir, aucun progrès n'a été réalisé? Si l'on en juge, en tout cas par les chiffres, il semble que l'éducation des femmes a progressé au cours des 20 dernières années. Oui, bien sûr. Entre l'année 2007 et 2018, on avait beaucoup de progrès en différentes matières dans l'éducation, au niveau de santé, les femmes qui travaillaient, jusqu'à 40% des filles scolarisées dans le secondaire, comme nous le montre ce graphique. Exactement. Donc, les femmes entrepreneurs, des femmes comme chefs d'entreprise, des femmes juristes. Il y avait très peu de femmes juristes, peut-être 13% de femmes juristes en 2008, alors qu'en 2018, on est arrivé à 35%, je crois. Donc, ça a aidé et ça a évolué beaucoup en ce qui concerne, en tout cas, le niveau de justice. S'il y avait des femmes qui avaient un problème familial, ils pouvaient porter plainte et le pouvoir arriver à les aider. Si l'objectif des négociateurs de Doha n'était pas la promotion de la condition féminine, Patricia Lalonde, il serait faux de dire que l'Occident n'a pas eu à cœur la défense des femmes au cours des 20 dernières années, ou qu'en tout cas, le gouvernement afghan n'a pas cherché à améliorer leur sort? Non, écoutez, moi je pense que les 20 dernières années, entre 2001, je dirais, la chute de Kaboul, 2001, la chute des talibans à Kaboul, et maintenant, il y a eu des progrès énormes. Et il faut quand même se dire qu'il y a une société civile qui s'est créée. Ce n'est pas uniquement le droit des femmes. Ce qui explique l'inquiétude actuelle, d'ailleurs. Absolument, il y avait une vraie société civile. Et ça, c'est pas rien, parce qu'il faut quand même se souvenir qu'à l'époque des soviétiques, les femmes avaient leurs droits aussi. À l'époque, les universités étaient pleines. Moi, mes amis afghanes me disaient, mais à l'époque des soviétiques, les universités étaient pleines de filles, de garçons, ensemble, ça posait pas de problème. Bon, ensuite, les Moudjahidines sont arrivés, les talibans surtout, ils ont enfermé leurs femmes, enfin bon, on connaît toute la suite, mais je veux dire, il faut vraiment mettre l'accent sur le fait que ces 20 années n'ont pas été perdues et que c'est pas vrai que les Américains ont utilisé les femmes. Ben, il y a eu des tas de programmes, j'en suis témoin parce que j'ai participé à plein de programmes avec les Américains sur les femmes, mais des programmes remarquables. Et donc, je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain sur ces 20 années qui se sont passées. Alexandra Jousset, que peut faire d'après vous aujourd'hui la France pour venir en aide à ces femmes
femmes afghanes, alors que, on le sait, hein, les évacuations vont s'interrompre dans les prochaines 24 heures et que la France n'est pas un acteur majeur aujourd'hui dans cette région du monde? Déjà, c'est les accueillir. Je pense que c'est ça qui est important. Ensuite, de maintenir l'aide, parce que c'était un des gros enjeux des négociations avec les talibans, c'est que le pays est totalement dépendant de l'aide internationale et que si on coupe l'aide à l'Afghanistan et si on refait de l'Afghanistan un État paria comme c'était la première vague des talibans, le problème, c'est que du coup, là, on n'a plus du tout accès à la population civile et on n'a plus moyen de continuer à aider à travers des ONG les femmes sur le terrain. Donc ça, c'est un axe politique, malgré la complexité que c'est de continuer à négocier avec des talibans. Mais au moins, on pourra continuer à aider la population civile sur le terrain. Et ça me semble vraiment essentiel. Et une autre chose, parce qu'on disait qu'il y avait quelque chose d'important dans la reconstruction, c'est que les Américains ont financé 132 milliards sur les 20 dernières années pour la reconstruction de l'Afghanistan. C'est beaucoup plus que le plan Marshall. Mais ce que me disait le responsable du contrôle de cet investissement, c'est qu'il me disait le problème, c'est qu'il fallait construire un État depuis rien du tout. Alors qu'en Europe, on avait déjà les structures, on avait déjà du droit, on avait déjà des femmes qui étaient éduquées, qui allaient à l'école. Le problème, c'est qu'on regarde sur 20 ans, parce qu'en 2018, l'ONU continuait à dire que l'Afghanistan est un des pires pays au monde où être femme. Mais il fallait voir que 20 ans, c'est rien sur l'échelle d'un pays. Et que si on était resté et que si on avait continué encore pendant 20, 30, 40 prochaines années, vu la tendance actuelle, clairement, les femmes auraient pu émerger beaucoup plus dans la société afghane. Shakiba Dawood, vous vouliez réagir, évoquer peut-être des témoignages qui vous sont parvenus et puis ce que peut faire peut-être la France envers ces femmes. Bien sûr. Alors, la semaine dernière, c'était une semaine vraiment éprouvante pour moi. J'ai dû assister à une opération d'exfiltration pour sortir plusieurs personnalités afghanes, dont les journalistes, des artistes et tout ça. Mais je regrette de ne pas pouvoir aider comme je le souhaitais, surtout à exfiltrer des femmes qui sont en danger. Aujourd'hui, j'ai été contactée par une des journalistes afghanes à Kaboul qui est en ce moment cachée chez sa tante. Elle s'appelle Shukriya. Elle demande de l'aide au gouvernement français et aux Français parce qu'elle est menacée par son père. Depuis le retour des talibans, son père a décidé de la dénoncer parce que c'était une femme active, c'était une journaliste et que les talibans sont à sa recherche parce qu'ils ont toutes les informations de la part de son père. Ça veut dire que il y a des pères de famille qui sont prêts à dénoncer et ils sont même contents du retour des talibans. Ça semble effectivement incroyable. Il y a 20 ans, les talibans gouvernaient l'Afghanistan dans un blackout quasi total. On était encore au balbutiement d'Internet. Aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, pensez-vous que l'Afghanistan va se fermer totalement ou au contraire que c'est devenu impossible aujourd'hui avec les réseaux sociaux? Moi, je pense que les réseaux sociaux, c'est quelque chose qu'on ne peut pas empêcher. L'évolution des réseaux sociaux, on ne peut pas l'empêcher. Maintenant, ça dépend jusqu'à quel point les talibans vont aller pour contrôler les gens. Est-ce que ça va ressembler, par exemple, à la République islamique d'Iran ou pas? Parce qu'en Iran, on sait que tout est filtré. Le Facebook, l'Instagram, tout est filtré. Ça passe par les filtres de gouvernement. Est-ce qu'en Afghanistan, les talibans vont vouloir filtrer toutes les femmes avec des cheveux en liberté ou les conversations qui vont être censurées ou pas? Patricia Lalonde, pour rebondir aussi sur ce que disait il y a quelques instants Alexandra Jousset, faut-il faire de l'Afghanistan aux mains des talibans un État paria ou maintenir des liens, y compris pour pouvoir continuer à venir en aide à la population afghane, s'assurer qu'elle ne fait pas la première, les frais finalement de cette mise à l'index sur la scène internationale? Écoutez, je suis très sceptique. Je pense que si aujourd'hui il y avait des élections en Afghanistan, si le jeu démocratique continuait, qu'il y avait des élections, les talibans ne représenteraient pas plus que 10%. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Parce qu'effectivement, dans les campagnes, mais même dans les campagnes, ils sont restés assez arriérés, mais ils ne sont pas pro-talibans. Enfin, moi, je me suis beaucoup
promené dans les campagnes en Afghanistan. Je n'ai pas été que dans les grandes villes. Et bon, c'est assez arriéré, c'est vrai, mais ce ne sont pas des pro-talibans. Au sens les talibans faisaient vraiment souffrir la population. C'est ça ce dont il faut se rendre compte. Donc je pense qu'il y avait des élections maintenant, il ne ferait pas plus de 10%. Et alors moi, ma grosse crainte maintenant, c'est que les pauvres femmes afghanes et les Afghans en général sont en train de faire le lit d'un grand jeu géopolitique global entre le Pakistan, la Chine et l'Iran versus les États-Unis. Je pense que... Vous voulez dire que les puissances régionales ont intérêt à voir les talibans s'inscrire dans la durée au pouvoir à Kaboul? J'ai ce sentiment-là, en tout cas pour ce qui est du Pakistan, de la Chine et de l'Iran. De la Chine pour toutes les raisons qu'on sait, parce qu'il y a des minéraux très importants dans le sous-sol en Afghanistan, et ils ont leur fameuse route de la soie qui passe par l'Afghanistan, et c'est très important. Donc je pense que les Afghans et les Afghanes risquent d'être sacrifiés. La jeunesse afghane et les Afghans risquent d'être sacrifiés au nom de ce grand jeu géopolitique. C'est très à craindre. Et comme chaque vendredi, Cartooning for Peace est avec nous sur France 24 à présent. Avec vous, Kak, bonjour, merci d'être avec nous. On va, comme chaque vendredi, s'intéresser bien sûr au regard des dessinateurs de presse sur cette actualité unique aujourd'hui, l'Afghanistan et en particulier le sort des femmes qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui sur France 24. Bonsoir à toutes et tous. Si vous me permettez, Raphaël, je commencerai d'abord par vous faire part d'une inquiétude avant de vous montrer les dessins rapidement, une vive inquiétude même. Comme vous le savez, Cartooning for Peace contribue à essayer d'assurer la sécurité des dessinateurs menacés dans le monde, dont toutes les équipes sont très mobilisées en ce moment, vous l'imaginez. Or, nous savons, avec nos partenaires Reporters sans frontières, Amnesty International, les réseaux des ambassades, etc., nous savons qu'il y a encore de nombreux journalistes et dessinateurs de presse qui sont proche de l'aéroport, mais qui ne sont pas encore à l'intérieur de l'enceinte. Si, comme l'a dit tout à l'heure votre reporter Cyril Payen, il s'avère que désormais, dans les 2-3 jours qui viennent, on évacuera uniquement les gens qui sont déjà à l'intérieur de l'enceinte, mais pas les autres. Pour nous, c'est une véritable catastrophe, pas pour nous, surtout pour eux, puisque nous savons qu'ils ne sont pas encore à l'intérieur de cette enceinte, ils sont nombreux, et leurs chances de survie sous le régime des talibans, vu le métier qu'ils ont pratiqué ces dernières années, sont quand même relativement faibles. Voilà, donc nous lançons un véritable appel aux forces de la coalition, ceux qui ont encore des troupes sur place. Si nous défendons réellement les valeurs pour lesquelles nous nous battons depuis toujours, ces valeurs que nous avons pratiquées aux côtés des Afghans ces dernières années, je pense qu'on ne peut pas abandonner ces personnes à leur sort. Et c'est évidemment la mission première de Cartooning for Peace que de porter cette voix des dessinateurs de presse menacés à travers le monde pour le simple fait d'avoir voulu exprimer tout simplement leurs pensées, ce qui est la liberté première des individus. Exactement. Voilà. Et donc maintenant, puisque c'est pour ça normalement que je m'adresse à vous ce soir, regardons ensemble quelques dessins. J'en ai choisi 7 sur lesquels je vais donc passer rapidement. Le premier de Job Bertrams, dessinateur néerlandais. Night Falls Over Afghanistan. La nuit tombe sur l'Afghanistan. Vous remarquerez évidemment qu'il utilise le symbole de la burqa. L'ensemble des dessins va parler évidemment de la condition des femmes. Et c'est cette burqa qui a beaucoup servi aux dessinateurs, comme vous pouvez voir donc dans ce dessin sur la nuit qui tombe, ou dans le dessin suivant, dessin de Chonu pour Ouest France, dans lequel on voit un taliban s'adressant au public et disant « Première mesure sanitaire, port du masque obligatoire ». On voit donc de quel masque il va s'agir pour ces femmes qui sont restées en Afghanistan et qui y vivent. Ou encore ce dessin de Carilho, dessinateur portugais pour Diario de Noticias. Ce dessin où l'on voit un taliban, comme on dit, mettre la poussière sous le tapis. Vous savez, à la limite, les femmes pourront, si elles veulent, garder les valeurs qu'elles ont pu symboliser par ce chapeau américain. C'est comme ça que je vois le dessin. Elles pourront conserver, si elles le souhaitent, les valeurs qu'elles ont pu découvrir ou redécouvrir pendant la période de collaboration et d'occupation. Mais en tout cas, ce sera toujours et encore sous la burqa. Cette burqa que cette fois-ci, au secours dessinateur belge, lui, il décide de mettre non pas sur une femme afghane, mais sur la statue de la liberté, tout simplement, nous rappelant, en tout cas je pense que c'est comme ça qu'on peut l'interpréter, que cette situation dans laquelle nous sommes est avant tout l'échec de la politique menée par les Américains. En tout cas c'est comme ça que Au Secours le voit à travers son dessin, les Américains qui se retrouvent aujourd'hui avec leur propre liberté finalement, celle qu'ils ont voulu montrer, propager, vanter, comme on a entendu le président Bush le faire tout à l'heure, qui est aujourd'hui elle-même sous une burqa. Un cinquième dessin, celui de Mauro Biani, dessinateur italien, que j'aime beaucoup parce qu'il est très simple, il est très symbolique. Il y a cette femme qui est dans l'obscurité, le dessin s'appelle Corridor sanitaire, qui à travers un tout petit
ouverture, regarde on ne sait pas quoi. Est-ce qu'elle est protégée? Elle est en train de fuir son pays? Est-ce qu'au contraire, elle n'a pas pu passer la barrière et qu'elle est encore dans son pays? Est-ce que finalement, ce n'est pas une femme occidentale, c'est-à-dire nous autres, qui sommes en train, à travers la petite lorgnette de l'information, de regarder terrifier la situation et ce qui se déroule? Je trouve ce dessin magnifique par toutes les interprétations qu'on peut en faire. Revenons à une petite pointe d'humour que nous propose Mikaya, dessinateur français. Il y a aussi des bonnes nouvelles pour les petites filles afghanes. Contrairement aux françaises, eh bien, il n'y a pas de rentrée scolaire cette année. Bonne nouvelle. Vous aurez compris, évidemment, il y a beaucoup d'ironie et d'humour noir dans ce dessin. Et je ne voulais pas terminer sur de l'humour noir, donc plutôt sur de l'espoir, avec ce très très beau dessin de Kishka, dessinateur d'Israël, Michel Kishka, qui nous propose, sous les traits de la militante des droits des femmes pakistanaise Malala Yousafzai, prix Nobel de la paix, qui nous rappelle que l'éducation, c'est par l'éducation qu'on arrive à la paix et à la liberté, et que l'éducation de ces jeunes filles les rend beaucoup plus grandes que le petit soldat ou le petit taliban en plastique qui se trouve à ses pieds. Voilà ce que je voulais vous montrer ce soir et merci pour votre accueil. Et merci à vous, Kak, pour le regard des dessinateurs de presse. On souhaite évidemment bonne chance à vos confrères, à nos confrères qui suivent l'actualité à travers le dessin et qui se trouvent à l'heure qu'il est aux abords de cet aéroport de Kaboul. Merci à nouveau à vous, merci à Shakiba Dawood d'avoir été avec nous, à vous Patricia Lalonde, ainsi qu'à Alexandra Jousset, dont je rappelle le titre du documentaire « Les Afghans sacrifiés au nom de la paix », un documentaire dont le titre trouve ici bien sûr sa plus brûlante et cruelle en même temps actualité. Merci d'avoir été avec nous. À suivre dans un instant un nouveau journal sur France 24.